Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour assister à cette conférence. Donc, le thème aujourd'hui, on va vous parler de la résilience numérique, un enjeu de souveraineté. Alors, pour commencer, d'abord, on va commencer un petit peu avec le contexte. Comme vous savez, aujourd'hui, on parle de la mondialisation, du rassemblement régionaux. Nous avons aussi la partie transformation digitale incontournable. Donc, toutes les sociétés aujourd'hui, peu importe la taille d'entreprise, sont en train de migrer, d'aller vers la transformation digitale. On rajoute à ça donc la partie marché qui est très exigeant, et on va dire en termes de réglementation, ça devient de plus en plus réglementé. Nous avons aussi l'augmentation de l'exposition dans le cyberespace. Le cyberespace aujourd'hui, c'est de plus en plus vulnérable, et on parle aussi des cyberattaques qui sont de plus en plus sophistiquées. Et on parle aussi de risque de perte de contrôle de souveraineté. On va détailler tout ça. Alors, d'abord, on va commencer par quelques définitions. C'est très important d'avoir les bonnes définitions et la bonne terminologie. Résilience, c'est la capacité d'une organisation exposée au risque de résister, d'absorber et de corriger les effets d'un incident. Aucune entreprise aujourd'hui, on ne va pas se mentir, n'est pas à l'abri des risques, n'est pas à l'abri des cyberattaques. Aujourd'hui, c'est question de temps. On ne sait pas quand l'entreprise et comment aussi sera ciblée, sera attaquée. Par contre, il faut être résilient, être en capacité de reprendre les activités dans les meilleurs délais. Cyber-résilience, c'est la capacité d'un système informatique à se remettre rapidement et efficacement d'attaque. Souveraineté numérique, c'est le pouvoir des États sur l'espace numérique et sa capacité à gérer son écosystème numérique. Capacité de résilience, c'est la capacité d'une organisation à faire face aux défis, aux crises et à se rétablir rapidement et efficacement. Comme je vous ai dit, lorsqu'on parle de la cybersécurité, généralement, on fait la confusion entre cybersécurité et cyber-résilience. Pourquoi? Parce que en termes de cybersécurité, c'est comment mettre une stratégie, une gouvernance en cybersécurité. Mais la cyber-résilience, c'est lorsque l'entreprise subit une cyberattaque, est-ce qu'elle est en capacité ou bien en mesure de reprendre ses activités dans les meilleurs délais? Je vais prendre quelques exemples. Il y a eu, on va dire, chaque jour, on a des cyberattaques, mais il y a eu des cas où des sociétés, ils ont mis presque un mois pour reprendre les activités, où ils ont perdu carrément leur business, leur activité. Alors, la cyber-résilience implique les organisations sont dans l'obligation de maîtriser leur information en mettant en place, des mesures préventives, des mesures détectives et des plans de réponse. Lorsqu'on parle de management des risques, c'est tout à fait normal. Donc l'entreprise doit mettre en place toute une stratégie en faisant la conception et la sélection des mesures de sécurité. On parle toujours de trois types de mesures préventives, détectives et correctives. Mais comment sélectionner et mettre en œuvre les mesures de sécurité pour faire face aux cyberattaques et aux menaces existantes, sachant que les vulnérabilités sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Donc on parle de chaque instant, chaque seconde, microseconde, on a des nouvelles vulnérabilités, on a des nouvelles menaces. Avec l'arrivée de l'IA, aujourd'hui, les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. C'est très difficile aujourd'hui de détecter et de prédire les cyberattaques, mais l'entreprise doit avoir une stratégie pour pouvoir faire face à tout ça et pour pouvoir être résiliente pour reprendre ses activités dans les meilleurs délais et réduire les impacts et les conséquences. Alors, la cyber-résilience englobe plusieurs volets. Le premier volet, c'est la gestion des actifs, c'est indispensable. Donc, la première chose, même en termes de management des risques, lorsqu'on parle de gestion des risques, la première étape dans l'identification des risques, c'est l'identification des actifs. Donc, il faut identifier et classifier l'ensemble des actifs, il faut
négliger et ignorer aucun actif. Pourquoi? Tout simplement, chaque actif est vulnérable. Donc si on n'a pas une maîtrise globale de nos actifs, de nos vulnérabilités, on ne pourra pas avoir une bonne gouvernance en matière de risque. Donc, il faut avoir une stratégie, une gouvernance en termes de gestion des risques, gestion de vulnérabilité, gestion des incidents, la gestion des fournisseurs, parce qu'il faut savoir, les cyberattaques ne sont pas qu'en interne, mais ça peut aussi être en externe, à travers des fournisseurs. Donc il faut avoir une maîtrise globale de nos fournisseurs, parce que si nos fournisseurs ils ont des accès en direct à nos systèmes d'information, ben, tout simplement, les cyberattaquants vont trouver une faille à travers les fournisseurs pour pouvoir s'infiltrer au sein du système d'information. La continuité des opérations, c'est l'enjeu majeur. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la cyber-résilience. C'est comment être résilient, comment assurer la continuité des activités et réduire le délai et le temps d'interruption. La gestion de crise, c'est tout à fait normal lorsque l'entreprise n'est pas à l'abri des cyberattaques, mais au moment de la cyberattaque, il faut savoir gérer efficacement la crise. Il faut savoir dérouler et on doit anticiper. Ça se prépare. D'accord ? Il y a aujourd'hui des normes, des référentiels qui parlent de ça. Tout ça, on va le détailler, etc. Tout ça, on va le voir après. Alors, pourquoi? La question qu'on doit se poser, quelles sont les raisons de la souveraineté numérique? On a plusieurs points qui sont très importants. On va commencer par la première, c'est de contrôler ses propres données et technologies. Faire face aux cyberattaques, donc être résilient, parce que comme je vous ai dit, on ne cesse pas de le dire et de le rappeler, le risque zéro n'existe pas et la sécurité 100% n'existe pas. Ça, il faut le savoir. Il n'y a aucune solution sur le marché qui va vous permettre d'être 100% sécurisé et 100% résilient. Ça n'existe pas. Alors, pour cela, il faut toujours garder en tête, c'est comment gérer au mieux les risques. Gérer au mieux les risques. Réduire les impacts et les conséquences. Parce que parfois, on croit qu'en ayant des solutions, je vais citer EDR, XDR, c'est bien tout ça. Mais tout ça, il faut construire brique par brique. Il faut avoir une meilleure gouvernance, une meilleure stratégie en matière de cybersécurité pour pouvoir faire face aux cyberattaques qui sont, comme je vous ai dit aujourd'hui, très sophistiquées avec l'IA. Je pense que vous avez entendu parler des cyberattaques aujourd'hui qui sont très difficiles à les identifier. Il faut imaginer aussi les conséquences et les impacts. Donc, protéger aussi les informations sensibles des citoyens. On parle aussi aujourd'hui avec la réglementation européenne, l'RGPD, c'est comment aussi protéger les données à caractère personnel. Aujourd'hui, les données sont dans le cloud. Vous savez, donc aujourd'hui, pour avoir le meilleur entraînement des modèles et avoir l'efficacité en termes de résultats de l'IA, c'est d'avoir le maximum de données et pouvoir entraîner les modèles. C'est pour cela, donc, il faut savoir aussi comment gérer nos données, comment les exposer et aussi comment protéger les personnes pour sécuriser leurs données. Aussi, donc, un enjeu, c'est de se conformer aux lois et réglementations locales. Bon, je parle du cas de la France, comme on est une société française et on travaille principalement en Europe, aussi en Afrique. On a eu des expériences. Avec la rentrée en vigueur de l'RGPD, avec le NIS 2, avec DORA. DORA, on va parler après, c'est une réglementation qui cible en fait la résilience sur le secteur financier principalement. Donc, il y a tout un cadre légal et réglementaire qui a été mis en place et qui est en train de se renforcer. Pourquoi? Parce qu'on doit pousser les sociétés à être de plus en plus résilientes. C'est pour ça qu'on parle de la souveraineté numérique. Bon, on a abordé le point de transformation digitale. Comme vous savez, aujourd'hui, les sociétés sont dans l'obligation de se transformer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on parle du travail hybride. Vous avez vécu, donc on a tous vécu le Covid-19. Et on a compris que les sociétés qui ont pu survivre, c'est celles qui étaient en mesure et capables de gérer
le business en mode hybride, en ayant donc l'accès au télétravail. Nous avons aussi l'évolution en termes de réseau, l'évolution du 5G. Nous avons aujourd'hui des solutions avec ce qu'on appelle la partie low-code, avec l'IA qui rentre en vigueur, qui devient incontournable aujourd'hui, la partie blockchain, etc. Donc c'est très important d'avoir la gouvernance en matière de souveraineté numérique. Donc les besoins de souveraineté numérique, ça s'explique comme suit. Donc on a besoin de gérer nos données, avoir une maîtrise et une belle architecture sécurisée en termes d'infrastructure. En termes de technologie, donc il faut aussi se doter de la technologie, il faut avoir aussi la partie processus et la partie opérationnelle. Donc nous avons plusieurs facteurs qui vont nous ramener vers cette définition. Donc pouvoir, lorsqu'on parle de souveraineté numérique, c'est le pouvoir des États sur l'espace numérique et sa capacité à gérer son propre écosystème numérique. Les organisations sensibles se doivent être résilientes et en capacité de, premièrement, identifier les institutions d'importance vitale et les informations sensibles. Deux, c'est de protéger les informations et les actifs exposés au risque. Trois, prévenir et résister aux risques les plus pertinents. Quatre, répondre aux tentatives malveillantes. Et on finit par absorber les conséquences d'attaque et récupérer les activités vitales à la suite des potentiels incidents. Ça, c'est la définition. Maintenant, comment faire pour arriver à avoir une souveraineté numérique? Quelles sont les étapes? Première étape, c'est l'auto-évaluation. Alors, c'est quoi? C'est avoir les entités de la souveraineté numérique, identifier les actifs numériques. Comme je vous ai dit, c'est indispensable. Il faut avoir une cartographie des actifs, classifier les actifs par rapport à leur importance et pouvoir sécuriser les actifs de façon générale. On va faire aussi l'évaluation des menaces et des vulnérabilités. On va gérer les risques à travers une gouvernance et des méthodologies. Sur le marché aujourd'hui, on trouve plusieurs méthodologies de management des risques. Notamment, je vais citer un exemple, peut-être que vous connaissez la méthodologie EBCRM. C'est une méthodologie qui met le focus sur les risques numériques avec une approche focalisée sur la partie cyberattaque à travers aussi le direct et l'indirect à travers l'écosystème. Donc c'est important aussi d'avoir une stratégie, une gouvernance en matière de management des risques et avoir une méthodologie qui permet de gérer, comme je vous ai dit, efficacement les risques. Ensuite, la planification. C'est avoir donc des objectifs et des priorités pour la stratégie, développer des infrastructures et autonomie en termes de technologie, soutenir donc l'innovation locale, formation et éducation. C'est très important aussi de pouvoir former et éduquer, surtout, j'utilise ce terme qui est très important. On ne parle plus de sensibilisation. Ce n'est pas efficace la sensibilisation. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Le maillon le plus faible dans le système d'information, c'est l'humain. C'est l'actif le plus vulnérable aujourd'hui dans le système d'information. Alors, avant de parler de la sensibilisation, c'est bien de sensibiliser les utilisateurs, mais les sensibiliser à une fréquence une fois par an, 2 fois par an, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, si je vous dis qu'est-ce que vous avez fait, ça fait 2-3 jours, vous allez me dire, j'ai oublié. C'est normal, l'utilisateur, on doit l'éduquer en continu. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi le sensibiliser par rapport aux dernières techniques et tactiques de cyberattaque. Toujours, le maillon le plus faible, c'est l'humain. Donc les cyberattaques se concentrent, se focalisent sur l'humain. C'est important de mettre en œuvre une stratégie en termes d'éducation d'utilisateurs. On continue. En termes d'implémentation, donc c'est la partie législation et régulation. On va définir et appliquer la législation et la réglementation. Donc l'Europe, ceux qui ont assisté peut-être à ma conférence donc, dans l'ouverture, j'ai présenté en fait le cadre de l'Europe en termes de réglementation. Donc l'Europe, elle est très consciente de cette problématique. Donc ils sont en train de renforcer, de pousser les sociétés de se conformer avec des sanctions. On a eu l'RGPD. Bientôt, donc, on a le NIS 2 en octobre 2024. On a DORA qui rentre en vigueur en janvier 2025.
Donc, c'est important d'avoir un cadre légal et réglementaire pour pouvoir pousser les sociétés, et si on veut parler de la souveraineté numérique dans le continent, bien sûr, et j'espère que l'Afrique sera le cas, c'est important d'avoir une réglementation et avoir des sanctions, sinon on ne va pas y arriver, honnêtement. Donc c'est très important de mettre le point sur ça. Alors, la résilience des processus, les organisations renforcent leur cyber-résilience en mettant en œuvre un programme, et j'insiste sur le terme programme. Ce n'est pas quelques mesures, donc on fait un plan d'action, etc. Non, c'est toute une gouvernance, c'est toute une stratégie. Il faut avoir aussi l'implication de la haute direction, mais aussi une culture en termes de gouvernance au sein de chaque entreprise pour améliorer leur capacité à faire face aux cybermenaces. Donc, comme je vous ai dit, c'est question de temps. Il n'y a aucune entreprise à l'abri. On a plein d'exemples. Même les sociétés qui sont spécialisées dans la cybersécurité, elles étaient victimes de cyberattaques. Pour vous dire qu'aucune entreprise n'est à l'abri aujourd'hui. D'accord ? C'est question de temps. C'est pour cela, c'est très important qu'on parle d'une gouvernance. On ne va pas tricoter. Ce n'est pas question, ouais, je connais un référentiel, le NIST, machin, je vais faire ça, ça, ça. Non, il faut avoir une bonne gouvernance, une stratégie pour arriver à faire face aux cyberattaques. Donc pour cela, je vais vous parler, je vais prendre un exemple vous le connaissez, je pense, c'est le NIST Cyber Security Framework, version 2, qui est maintenant basé sur le principe de gouvernance et de souveraineté. Je vais vous expliquer en fait ce dispositif. Donc on a, première étape, c'est la partie gouvernance, la partie identification, la partie protection, la partie détection, la partie réponse et la partie récupération. Donc on a plusieurs mesures à mettre en œuvre. Donc la majorité des sociétés aujourd'hui, dont je parle aux États-Unis, le NIST, c'est un référentiel qui est très intéressant et ils l'ont mis à jour pour pouvoir faire face aux changements et par rapport aux nouvelles techniques et tactiques du cyberattaque. Nous avons aussi la norme ISO 27001, version 2022, qui a évolué en rajoutant des nouvelles mesures de sécurité. En tout, on a 11 nouvelles mesures de sécurité. Avant, on était à 114 mesures, aujourd'hui on est à 93 mesures, mais ça ne veut pas dire qu'on a réduit le nombre de mesures, au contraire. Donc on a fusionné plusieurs mesures, on a rajouté des nouvelles mesures. Pourquoi ? Pour pouvoir faire face aux changements en termes de cloud, en termes de cyber threat intelligent, par rapport à la protection des données à caractère personnel. La norme ISO 27005 a changé, donc elle suit la 27001, on est à la version 2022. On a eu aussi la partie EBIOS-RM pour pouvoir intégrer l'approche risque basant sur les risques numériques, c'est très important. Nous avons aussi la norme ISO 27701 qui parle de la protection des données à caractère personnel, qui inclut la 27001 et les 93 mesures, les 99 articles de l'RGPD. Et aussi, nous avons la nouvelle norme 42001. C'est une nouvelle norme qui va se focaliser sur le système de management de l'IA. Donc, prenons le cas de NIST, comment ce référentiel peut aider l'entreprise à mettre en place une gouvernance et une stratégie en matière de cybersécurité et assurer la partie cyber-résilience. Donc, la première partie, c'est la capacité de gouvernance. C'est la capacité à établir et maintenir un cadre de gouvernance robuste pour la cybersécurité au sein d'une organisation. Donc, nous avons plusieurs mesures de sécurité à mettre en œuvre. Donc, chaque entreprise a son propre contexte. Chaque entreprise a son propre contexte interne et externe. Ce n'est pas du copier-coller. Par exemple, lorsqu'on parle de l'SMSI, du système de management de la sécurité de l'information, on a plusieurs procédures et plusieurs politiques à élaborer, à mettre en œuvre. Il faut avoir le contexte, il faut s'adapter par rapport aux actifs, par rapport à l'alignement stratégique. On doit suivre notamment donc, la vision du top management. Chaque entreprise a ses propres risques, a ses propres menaces, ses propres vulnérabilités, ce propre contexte. C'est très important qu'on va élaborer la gouvernance et les procédures
propre à chaque entreprise. Pour cela, donc, on va élaborer des politiques et des procédures. On va impliquer la direction pour pouvoir avoir l'appui et avoir toutes les ressources nécessaires pour réussir le projet de gouvernance. Il faut aussi savoir maîtriser efficacement les ressources qui sont allouées au projet. On va mettre en place toute une stratégie, toute une gouvernance en termes de management des risques, comme je vous ai dit. La norme ISO 27005 nous dit le quoi, mais le comment, c'est à travers les méthodologies. Il y a plusieurs méthodologies aujourd'hui sur le marché. Je peux citer deux méthodologies qui sont très connues sur le marché français. Nous avons la méthodologie Mihari et nous avons aussi la méthodologie EBIOS. EBIOS, elle a évolué. En 2018, on a eu la version EBIOS-RM. Alors, EBIOS-RM, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une méthodologie qui met l'accent principalement sur le risque numérique, intentionnel. Nous avons aussi Mihari. Donc, entre-temps, pour votre information, pour ceux qui s'intéressent à EBIOS-RM, donc c'est une méthodologie qui est gratuite, vous pouvez la télécharger sur le site de l'ANSSI, et elle a été récemment revue, ça fait quelques semaines, elle a été revue, mais ce sont des modifications pas trop importantes, ce sont quelques modifications. Mis à part ça, donc on a la partie conformité et assurance. Ça, c'est la partie gouvernance d'une façon générale. Ensuite, nous avons la partie identification. C'est la capacité à comprendre et à gérer les risques pour leur sécurité informatique. Lorsqu'on parle de management des risques, encore une fois, nous avons la 27005, les méthodologies qui existent pour gérer le quoi et le comment, mais la grande difficulté, c'est comment déployer cette gouvernance de management des risques. Pour cela, donc, on a la partie identification des actifs, classification des informations, identification des menaces, gestion des vulnérabilités, et notamment aussi la partie appréciation et gestion de risque. Comment on va prioriser le traitement de risque, comment on va sélectionner les mesures de sécurité. Généralement, on trouve que les sociétés investissent sur la partie gestion de risque. Mais malheureusement, ce qu'on constate, on va élaborer un plan de traitement de risque avec plusieurs mesures de sécurité. Peut-être ça n'a pas été réalisable parce que question de budget ou bien faute d'implication. Donc on ne va pas avancer sur l'implémentation des mesures de sécurité. Donc on ne va pas gérer les risques. On se retrouve toujours à la même position. C'est très important de nommer et de responsabiliser les personnes. C'est pour cela qu'on parle de gestion des ressources. Il faut savoir gérer efficacement les ressources qui sont allouées, il faut avoir l'implication de la direction, il faut avoir des réunions de suivi pour pouvoir s'assurer que le plan de traitement de risque a été bien implémenté et a été géré efficacement. On parle de la surveillance continue et la partie PDCA elle est très importante. La partie protection, donc c'est la capacité à développer des mesures de sécurité appropriées et pour protéger les actifs. Comme je vous ai dit, l'enjeu majeur, c'est, je pense qu'il y a un problème de micro. Est-ce que c'est possible d'avoir, monsieur, le micro? Je ne sais pas. Non? Je pense qu'il était... Ouais, je pense. C'est pas parce que c'est juste du place. C'est pas un technicien. J'ai essayé de rappeler. Ok, en attendant, donc, je vais essayer de parler un peu fort. Je suis vraiment désolé. Attends, Lucien. D'accord. De rien. Alors, donc par rapport à la protection, comme je vous ai dit, c'est protéger les actifs. Aujourd'hui, on parle de l'identification des vulnérabilités. Donc chaque actif il est vulnérable. Donc on a aujourd'hui des outils sur le marché. Il faut aussi être outillé pour pouvoir détecter, analyser et faire face aux vulnérabilités. Donc les vulnérabilités, donc, chaque jour, on a chaque seconde des nouvelles vulnérabilités. C'est très important d'avoir les bons outils. Et aussi, il n'y a pas que l'outil, parce que l'outil permet de détecter, mais ne va pas nous permettre aussi de corriger. Donc pour corriger, il y a d'autres outils, il y a d'autres process, il faut avoir les compétences pour pouvoir mettre à jour et corriger les vulnérabilités.
formation, sensibilisation, on a parlé de la notion éducation continue des utilisateurs. Protection contre les logiciels malveillants, c'est très important aussi d'être outillé par rapport les solutions qui vont nous permettre de détecter et gérer au mieux les risques. On parle aujourd'hui des solutions d'EDR, XDR, mais aussi de la partie SOC. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions sur le marché qui vont nous permettre de gérer au mieux donc, les menaces et aussi, il ne faut pas négliger la sécurité physique. C'est bon? Merci. Merci, c'est gentil. Alors, parfois aussi on néglige la sécurité physique. Comme je vous ai dit, la sécurité physique elle est très importante. On ne doit pas aussi la négliger parce que c'est vrai que les cyberattaques, ça se fait principalement à travers donc, le réseau, à travers le cyberespace. Aujourd'hui, le cyberespace il est très vulnérable et on sait très bien les hackers ne chantent pas, ils n'ont pas une notion de temps, une notion aussi de position, donc ils sont bien organisés. La cybercriminalité aujourd'hui, elle est très soudée, très rodée. C'est très important aussi d'avoir les bons réflexes et savoir gérer l'aspect sécurité physique. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les actifs connectés sur le cyberespace. Gestion des configurations, la partie durcissement, la partie, donc on a le CS qui nous permet aussi d'avoir la partie durcissement. Donc il y a pas mal des outils, pas mal de solutions aujourd'hui qui vont nous permettre de gérer donc l'aspect configuration avec le moindre privilège, la gestion des identités, etc. Donc c'est très important d'avoir toutes les briques pour pouvoir gérer au mieux les risques. On a parlé tout à l'heure de gestion du fournisseur parce que aujourd'hui, il y a même des solutions sur le marché qui vont nous assister, nous guider pour pouvoir faire la partie assessment des fournisseurs. C'est très important. Dans la norme ISO 27001, l'ancienne version, dans le chapitre 15, on parle de la partie audit des fournisseurs, des prestataires. C'est très important parce que, comme je vous ai dit, parfois, une cyberattaque peut être en indirect à travers un prestataire, malheureusement, qui n'est pas sécurisé. La partie détection, c'est la capacité à développer des mécanismes de détection pour identifier rapidement les activités suspectes ou malveillantes. Pour cela, on doit avoir une surveillance continue. On parle aujourd'hui du SOC, de la partie monitoring, de la partie NOC, etc. Détection des menaces, l'analyse des journaux, analyse comportementale grâce à l'IA. Donc, parfois, si on prend la partie incident, si on revient en arrière, l'incident, on peut se rendre compte que si on avait une bonne gouvernance en termes de surveillance, si on était bien organisé, on avait un processus clair, on était bien outillé, on pouvait éviter des incidents. Parfois, des incidents, honnêtement, on a plein d'exemples. C'est vraiment, on va dire, c'est un peu dommage parce qu'on pouvait éviter la catastrophe si on avait les outils et les bons processus pour pouvoir identifier à temps les alertes, on pouvait anticiper. Parfois, c'est un problème de disque, saturation de disque, on avait des alertes, mais personne ne peut analyser les alertes. On se retrouve avec l'indisponibilité et on peut imaginer par la suite les impacts et les conséquences. Donc c'est très important d'être outillé, d'être organisé. Il n'y a pas que les solutions, parce que les solutions vont nous permettre de détecter, mais derrière, il faut aussi analyser et savoir faire la corrélation et prendre les bonnes décisions au bon moment. Gestion des incidents, donc il y a aujourd'hui des outils qui permettent de faire ça. Donc vous voyez, donc on est en train de construire brique par brique pour pouvoir arriver à une maturité. Et le problème toujours, c'est comment garder cette maturité dans le temps. Parce que parfois, on peut investir, on peut mettre en place plusieurs milliers d'euros et d'investissements, mais après on dit c'est bon, on est sécurisé, pendant 2 ans, 3 ans, on n'a eu aucune cyberattaque, on est bon maintenant, c'est bon, on va réduire les investissements, on va peut-être libérer des collaborateurs parce qu'on est bon, on est sécurisé. Non, comme je vous ai dit, il faut toujours garder en tête que l'entreprise doit assurer dans le temps sa maturité et si elle est capable de faire face aux nouvelles techniques et tactiques de cyberattaque. Donc on va voir la partie réponse, c'est la capacité à développer des plans de réponse aux incidents afin de les contenir et de minimiser les dommages potentiels.
Donc c'est la capacité de répondre efficacement à travers les process, à travers les bons outils et à travers la gestion de crise. Mais tout ça, ça se prépare. Hein. Comme je vous ai dit, il faut anticiper. Ce n'est pas le jour J. On subit une cyberattaque, on dit un instant, on va réfléchir. Lorsqu'il y a le feu, c'est trop tard. Voilà, il faut tout anticiper, même en termes de communication. Avec quel canal, comment on va communiquer, qui va communiquer, avec quels moyens on va communiquer. Tout ça, ça se prépare. Il ne faut pas le jour J, parce que le jour J, le jour de l'incident, c'est trop tard. Dans une situation de crise, on est en panique, on ne sait pas quoi faire. Donc on peut parfois aggraver la situation. Je vais vous donner un exemple. S'il y a le feu, si on vient avec 5 secondes, après 5 secondes, ou bien on vient après 10 minutes, c'est trop tard. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est connecté, donc parfois, même les concurrents attendent la moindre faille, la moindre opportunité pour pouvoir donc, aggraver la situation. Vous pouvez imaginer les impacts, les conséquences. Bon, je vais aller très vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. En termes de récupération, donc c'est la capacité à développer des plans de récupération après un incident afin de restaurer les opérations. Donc, comme je vous ai dit, le vrai enjeu, c'est comment reprendre les activités dans les meilleurs délais. La gouvernance est bien, mais comme je vous ai dit, il y a plein d'exemples aujourd'hui que les sociétés, même s'ils avaient la bonne gouvernance, mais ils étaient bien entraînés, ils n'étaient pas bien entraînés pour faire face aux cyberattaques et pouvoir reprendre les activités dans les meilleurs délais. On a plein d'exemples, donc, même en France, hein, donc il y a des sociétés qui ont... je vais vous citer un exemple tout simple. Peut-être vous avez entendu parler de l'opérateur OVH. C'est dû à la partie sécurité physique, un incendie qui a coûté très cher aux entreprises. Donc il y a des sociétés, malheureusement, ils ont perdu carrément leur activité, donc ils ont fermé le rideau. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la notion de résilience, la partie de backup. Même des deux parties, hein, vous voyez, donc il ne faut pas toujours compter sur le fournisseur, le prestataire. C'est très important d'être en mesure de reprendre les activités dans les meilleurs délais. Voilà, donc merci pour votre attention. J'espère que c'était pertinent pour vous. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Sinon, on peut échanger dans le stand A01 à votre disposition pour échanger. Vous pouvez scanner ce QR code si vous voulez récupérer la présentation que j'ai faite aujourd'hui et celle de l'ouverture. On peut vous envoyer les deux présentations si vous souhaitez. Voilà. Et à la fin, donc, vous avez aussi ce QR code. C'est pour XCOM pour gagner des points. Voilà. Donc, merci encore une fois pour votre attention. Et je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Oui. De rien. Alors, pour déjà garder cette maturité, il y a plusieurs étapes. Déjà, première chose, c'est avoir l'implication de la direction. C'est très important, ça c'est indispensable. Pourquoi? Parce que pour garder la maturité, il faut avoir les ressources. Lorsque je parle des ressources, ce n'est pas l'aspect financier. Hein. L'aspect financier, l'aspect matériel, logiciel, l'essence, dépenses, etc. C'est très important de maintenir tout ça et investir pour pouvoir garder et suivre aussi les tendances, les nouveautés. Les normes évoluent, les tactiques et les techniques de cyberattaque évoluent, donc il faut toujours être en phase pour pouvoir être efficace et résilient. Donc on continue, mais le secret, c'est de sensibiliser et d'avoir toujours l'implication du top management et avoir une culture générale au sein de l'entreprise. Parfois, même les grandes sociétés, hein, je parle le secteur bancaire, on a travaillé dans le secteur bancaire, pour arriver à une maturité, la maturité, ça se construit. Il y avait toute une stratégie qui s'étale sur 5 ans pour déjà construire et bâtir une gouvernance. Après, pour la maintenir, c'est autre chose. Il faut dégager des budgets, il faut avoir toujours les moyens et les ressources pour
garder et faire le suivi au quotidien. On parle de la partie plein de check act, la partie PDCA, c'est assurer l'amélioration continue à tous les niveaux, contrôler, améliorer, mettre à jour les politiques, les procédures, le management des risques, sensibiliser, éduquer, s'aligner avec les nouveautés en termes de technologie, des solutions, etc. Donc c'est ça, c'est avoir une maturité. D'abord, il faut la construire, il faut avoir un socle solide en matière de sécurité de l'information et par la suite maintenir dans le temps cette maturité. Merci. Oui. Pardon, oui, gestion des fournisseurs, oui. En fait, c'est toujours une problématique, cette partie, parce que bon, le secteur public, je comprends. Hein, donc, mais si je prends le cas général par rapport aux gestions des fournisseurs, déjà, il faut avoir toute une stratégie, toute une politique de gestion des fournisseurs. Il faut aussi revoir les contrats et dans les contrats, exiger la notion, la possibilité d'auditer et d'exiger aux fournisseurs d'avoir une certaine maturité en termes de sécurité de l'information. Si les contrats sont déjà établis, dans ce cas-là, il faut voir à l'amiable de pouvoir faire des avenants, comment intégrer l'aspect sécurité pour pouvoir aussi inciter les prestataires à être sécurisés, à demander peut-être s'ils sont certifiés ISO 27001, si par exemple, quelles sont les mesures qui sont en place, pouvoir définir donc un document pour faire l'assessment, pour pouvoir faire la partie gap analysis ou bien une checklist pour pouvoir voir quelles sont la maturité ou bien les mesures en place côté prestataire. Mais la norme, je parle de façon générale et bonne pratique, c'est de pouvoir aller visiter, contrôler, vérifier et auditer les prestataires. Parce que parfois, honnêtement, je vous parle par expérience, et ça, c'est moi que j'ai vécu ça dans le cadre d'un audit, un prestataire. C'est un grand prestataire sans le citer, bien sûr. Il est très connu, donc en dehors, donc on sait que c'est un bon prestataire, etc., l'aspect marketing, tout ça. Mais en allant sur site, on a découvert des choses qui sont très graves. Il n'y avait pas les ABC et les fondamentaux de la sécurité. Donc il faut vraiment aller et être en capacité d'auditer, de vérifier et de contrôler en continu les fournisseurs. C'est pour cela aujourd'hui, de plus en plus dans les appels d'offres, on exige que les prestataires soient certifiés pour avoir le minimum d'assurance en termes de sécurité de l'information. Pourquoi ? Une simple raison. Si mes fournisseurs sont vulnérables, ne sont pas sécurisés, j'aurai un risque, c'est l'intrusion à travers un prestataire. Donc même si je suis résilient, je suis bon, je suis sécurisé, je peux avoir des cyberattaques à travers mes fournisseurs. Voilà. Mm-hmm. Oui. Bon, même, je comprends, c'est-à-dire si on va dire Microsoft ou bien comment s'assurer. Bon, après, Microsoft, vous savez, hein, c'est un géant, on ne va jamais pouvoir auditer Microsoft, entre parenthèses. Mais au moins, ils nous donnent l'assurance. On a une assurance, c'est qu'ils sont certifiés, ils ont les certifs, ils sont certifiés 27001, 27701, 22301, voilà, 27017, 27018 en termes de cloud, hein, les normes liées au cloud, ils sont conformes à RGPD. Voilà, donc au moins on a le minimum en termes d'assurance. Après, comme je vous ai dit, c'est question de choix, de décision. Il faut savoir trancher, il faut savoir. C'est pour cela, aujourd'hui, l'Afrique aussi doit revoir tout ça et réfléchir à sa propre souveraineté. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de souveraineté, il y a plusieurs points. Parfois, ce n'est pas question que les données sont hébergées en local. C'est ça, là, il ne faut pas faire cette erreur. Parce que si on va juste mettre le focus sur que les données soient en local, dans le pays en local,
On oublie que les données sont accessibles. Si on n'est pas déconnecté du réseau, on est connecté au réseau. Ben, si à travers une cyberattaque, on peut avoir accès aux données et on ne peut plus parler de souveraineté de données. Ce n'est pas question de localisation ou bien où les données sont hébergées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important d'avoir ce réflexe. Parfois, on pense que question de souveraineté, c'est question de où sont localisées, où sont hébergées les données. Il ne faut pas faire de rien, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Si vous voulez qu'on échange, on est au stand A01. Avec plaisir, on a toute l'après-midi. Merci pour votre attention.